Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité pour parler non pas forcément de notre recherche en particulier à Lausanne, de replacer plutôt dans un contexte plus général, vu que les microalgues en Suisse, c'est plutôt un domaine inconnu, un domaine vierge. Donc je vais vous donner quelques notions de base pour essayer de répondre à cette question. Vous voyez que le titre est compliqué, il est long. C'est tout un programme, effectivement. Alors, tout d'abord, qui sont et que sont les microalgues? Deux grands types de micro-organismes. Tout d'abord, ce que l'on appelle des prokaryotes, donc autrement dit des organismes très proches des bactéries, des sortes de bactéries photosynthétiques. Comme vous avez des noms assez compliqués ici, à Lausanne, on a entre autres travaillé avec la fameuse spiruline qui a une forme de spirale. Donc, prokaryotes, cellules extrêmement simples, pas d'organelles à l'intérieur de la cellule, pas de noyau bien défini. L'avantage de ces prokaryotes, de ces microalgues prokaryotes, c'est qu'elles ont une paroi, une membrane cellulaire qui ressemble aux parois des bactéries gram-négatives. Donc ça, c'est un avantage certainement pour le traitement après coup, pour produire du biogaz. D'autres micro-organismes sont les eucaryotes, ce sont les microalgues vertes, qui là ont des structures internes à la cellule. Il y a des chloroplastes, il y a des mitochondries, il y a un vrai noyau, et il y a une paroi cellulaire assez importante qui n'est pas très bien connue à l'heure actuelle et qui est une limite pour après l'hydrolyse et l'utilisation de ces microalgues pour les biocarburants. Alors, à Lausanne, nous avons travaillé essentiellement avec le Chlorella sorokiniana et le Selenestius vacuolatus. Comment fonctionnent ces microalgues? Au-delà de ces différences prokaryotes-eucaryotes, les microalgues, ce sont des organismes photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser la lumière du soleil et la transformer en énergie chimique. Alors, la lumière, bien sûr, tous les organismes photosynthétiques, toutes les plantes, tous les arbres utilisent la photosynthèse. Ils sont en contact direct avec l'atmosphère. Au contraire, les microalgues sont dans l'eau, et comme vous le savez certainement, la lumière pénètre dans l'eau un petit peu, et selon les longueurs d'onde, eh bien, la lumière va s'arrêter très vite. Donc, première contrainte, vous devez travailler avec des réacteurs qui vont permettre à la lumière de pénétrer jusqu'aux microalgues. Si vous avez des bassins trop profonds, les algues qui se trouvent au fond ne reçoivent pas de lumière, donc elles ne vont pas fonctionner. Il faut de l'eau, j'y reviendrai tout à l'heure. Quel type d'eau faut-il? Il faut des nutriments, azote et phosphore, où les trouve-t-on? J'y reviendrai aussi. Et il faut du CO2. Alors, vous savez comme moi qu'on a trop de CO2 dans l'atmosphère, mais le CO2 dans l'eau, là, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est souvent un facteur limitant pour la croissance des microalgues. Alors, ces microalgues, elles vont utiliser la photosynthèse, elles vont produire de la biomasse qui va pouvoir être transformée en biogaz, entre autres. On verra dans quelles conditions tout à l'heure. Elles vont pouvoir produire de l'hydrogène. Il y a certaines microalgues capables de produire du biohydrogène, mais ça fait 40 ans que c'est en laboratoire et on attend toujours les réalisations à grande échelle. Donc, production de biohydrogène par les microalgues, ça, je n'y crois pas trop. Par contre, production de biodiesel à partir de l'huile,
production de bioéthanol à partir d'amidon et éventuellement biogaz aussi. La composition des microalgues, elle est relativement classique. Les microalgues comportent des protéines, comportent des sucres, simples ou composés, comportent des lipides également. Protéines, sucres et lipides, leur proportion va dépendre de l'espèce de l'algue utilisée et va dépendre également des conditions de culture. Ensuite, vous avez d'autres composés, des vitamines essentielles qui peuvent être extrêmement intéressantes pour l'industrie. Et puis, vous avez un certain nombre de pigments, la chlorophylle évidemment qui va capter la lumière solaire, mais également des caroténoïdes. Et à Lausanne, on a développé une nouvelle méthode d'extraction des caroténoïdes. On est en train d'écrire la publication qui reflètera ces recherches. Alors, l'utilisation actuelle des algues pour la nourriture animale, dans le domaine de la pharmacie et les alicaments, et puis dans la cosmétique. Donc ça existe déjà à l'échelle industrielle. Ce qui est en train d'émerger, c'est l'utilisation énergétique pour les produits chimiques, pour le traitement des eaux usées et pour les fertilisants. À Lausanne, on a travaillé essentiellement sur ces trois aspects, énergie, produits chimiques, produits par les microalgues et traitement des eaux. Quand vous cherchez à cultiver des microalgues, il y a trois étapes importantes. Évidemment, le cœur se trouve également dans une bioréaction, dans un bioréacteur qu'on va appeler photobioréacteur. Pourquoi photo? Parce qu'on a besoin de lumière. Et là, c'est un facteur qui est limitant. Est-ce qu'on peut utiliser l'énergie solaire? Peut-être en Valais, dont vous avez la chance d'être dans une région ensoleillée. Plus vous montez dans le nord de l'Europe, plus c'est compliqué. Si vous êtes au niveau de l'équateur ou des pays tropicaux, là c'est plus facile, ou même dans le sud de l'Europe, Espagne, Portugal, sud de l'Italie, Grèce ou Israël, vous avez des applications à grande échelle utilisant l'énergie solaire. Chez nous, on doit peut-être utiliser des lumières artificielles. Alors, quel type de lumière artificielle? Là, depuis quelques années, il y a les LED qui existent, que l'on peut acheter et que l'on a utilisé à une large échelle, entre autres dans notre laboratoire à Lausanne. En amont, vous avez le screening, donc vous devez savoir quelle microalgue vous allez utiliser, quelle va être sa physiologie, éventuellement sa génétique. Optimiser effectivement ensuite la bioréaction elle-même, et après vous avez ce qu'on appelle le downstream processing, donc autrement dit, ce qui se trouve en aval. Une fois que vous avez produit votre biomasse, comment vous allez la récolter et comment vous allez la traiter ou la maltraiter après. Alors, comment les cultiver? La lumière, ça je l'ai déjà évoqué, un bioréacteur, un photobioréacteur, de l'eau et des nutriments, du CO2 peut-être que l'on va rajouter, et puis après, vous avez une étape importante sur laquelle on a aussi travaillé à Lausanne, la récolte de la biomasse. Et après, l'extraction de produits à haute valeur ajoutée et production de carburant. Quels sont les moyens de cultiver les microalgues? Vous avez tout d'abord les photobioréacteurs, donc autrement dit, là vous avez un exemple qui se trouve dans une entreprise portugaise où les tubes dans lesquels les microalgues vont se développer se trouvent à l'extérieur. Suffisamment de soleil pour utiliser, disons, l'énergie gratuite du soleil. L'avantage de ces tubes, de ces photobioréacteurs fermés,
eh bien, vous contrôlez le pH, vous contrôlez la température, vous évitez l'évaporation, vous évitez la contamination par des micro-organismes qui viennent de l'extérieur. Mais l'inconvénient, ça coûte cher. Alors pour ça, pour limiter les coûts, vous avez des bassins ouverts. Ici, des photos prises au nord-est du Brésil, sur un climat équatorial. Ici, vous avez des bassins en Californie. Et en anglais, on appelle ça open raceway parce que ça ressemble à des champs de course. Donc, autrement dit, ce ne sont pas des chevaux qui vont courir dans les bassins, ce sont des algues qui vont être mélangées et qui vont circuler à l'aide d'une roue à aube ou avec un certain mécanisme qui va permettre de cultiver des micro-algues. Alors l'avantage, c'est que c'est en plein air, donc vous utilisez une surface qui n'est pas forcément cultivable, ou à côté d'une industrie. L'inconvénient, c'est en plein air. Donc autrement dit, le système va pouvoir être contaminé relativement facilement par tous les micro-organismes qui se trouvent dans l'air, qui vont se déposer dans les bassins. Alors, au Brésil, ils ont résolu le problème en cultivant de la spiruline qui pousse en milieu très alcalin. Donc là, vous limitez les contaminations. Vous pouvez utiliser également des microalgues qui vont pousser en milieu très acide, où là également, vous limitez la contamination. Alors, quels sont les défis à relever pour une utilisation à grande échelle, viable sur les plans économiques et écologiques? La source de carbone à la concentration de CO2. Faut-il utiliser de l'eau pure ou des effluents domestiques ou industriels? Et puis enfin, ce qu'on appelle donc le downstream processing, comment récupérer de l'énergie dans un concept de bioraffinement. Source de carbone. Croissance autotrophe, donc ce sont des organismes photosynthétiques qui vont utiliser l'énergie solaire et le CO2. Souvent, le CO2 est un facteur limitant dans l'eau, et on va voir comment on peut compléter le CO2 dans l'eau. Il y a également une croissance dite hétérotrophe, c'est-à-dire que certaines espèces de microalgues vont être capables d'utiliser non pas du CO2, mais une sorte de carbone organique, des sucres, de l'acide acétique, etc. Donc là, ça peut être extrêmement intéressant si vous voulez cultiver des microalgues pour purifier des effluents domestiques ou industriels. Faut-il utiliser le CO2 rejeté par l'industrie? Pourquoi pas? Donc, vous savez, des effluents gazeux produits par différentes industries. Ces effluents gazeux contiennent essentiellement du CO2, mais pas forcément. Vous avez également des NOx, des SOx, qui peuvent être toxiques pour certaines microalgues. Donc là, il faut savoir, si vous avez une microalgue sensible, vous devez purifier votre effluent gazeux industriel. Si vous avez des microalgues qui résistent au SOx ou au NOx, à ce moment-là, vous pouvez utiliser pratiquement directement les effluents gazeux. Il suffit de les diriger vers un bassin pour cultiver des microalgues. Où faut-il injecter le CO2? Vous avez la possibilité, ceci c'est au Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis, où vous avez des bassins qui sont recouverts d'une enveloppe de plastique et vous pouvez enrichir l'atmosphère au-dessus de la culture de microalgues avec du CO2. Autrement, vous pouvez injecter le CO2 à l'intérieur de l'eau, à condition d'avoir des microbules pour augmenter le rapport surface-volume à l'intérieur et favoriser le transfert du CO2 vers la phase liquide. Maintenant, est-ce qu'il est intelligent d'utiliser le CO2 pour cultiver toutes les microalgues? Alors, sur cette figure ici, on voit ici en bas
le taux de consommation du CO2 en milligrammes par litre et par jour. Et vous voyez que certaines microalgues n'ont besoin que de 100 mg par litre et par jour, alors que d'autres vont utiliser beaucoup plus de CO2. Donc si vous voulez recycler du CO2 rejeté par les effluents industriels, eh bien vous allez utiliser par exemple une chlorelle de cette espèce-là, 0,2, ou bien un Synecocystis aquatulis. C'est absurde d'utiliser, de vouloir enrichir en CO2 si vous travaillez par exemple avec ces algues qui ne réagissent pas au CO2 additionnel. Deuxième point, eau douce, salée ou effluent. Alors l'utilisation d'eau douce va entrer en compétition avec l'utilisation humaine et agricole. L'accès limité aux sources d'eau saumâtre souterraines ou proches d'un littoral. L'utilisation d'eau salée nécessite un accès à la mer et la culture de microalgues marines. Ce n'est pas le cas en Suisse. Donc, l'utilisation d'eau usée domestique ou industrielle est vivement recommandée. Donc, on va commencer à réfléchir sur le couplage entre le traitement d'eau usée, domestique ou industrielle. Donc là, vous avez par exemple un bassin de boue activé qui va traiter les eaux domestiques ou industrielles. Alors, on va avoir des boues activées qui vont produire de la biomasse. Cette biomasse, ce sont les boues de steppe qu'il faut traiter après. Vous avez du CO2 qui est rejeté. Alors, le CO2 peut être recyclé dans un bassin de culture de microalgues. Et puis, les stations d'épuration ne traitent pas d'une manière extrêmement efficace le phosphate et les effluents qui contiennent de l'azote ammoniacal, l'azote nitrate. Donc là, vous pouvez coupler l'un avec l'autre. Alors, maintenant, vous traitez, vous avez une usine de traitement d'eau classique avec bassin de boue activé, et puis après coup, vous avez un autre bassin qui va cultiver des microalgues avec les nutriments rejetés par une steppe classique. Les microalgues produisent de l'oxygène qui pourrait être réinjecté dans le bassin de boue activé, et puis après, vous utilisez votre microalgue comme vous le voulez. Alors, ce système a déjà été testé, entre autres sur un effluent issu de digestion anaérobie, avec différentes proportions de phosphore total entre 2 et 75 mg par litre. On voit que entre 80 et 90% du phosphore est éliminé par un mélange de microalgues. L'azote total, à peu près 50% est éliminé, et l'ammonium, plus de 70% est éliminé par des cultures de microalgues. D'autres expériences ont été faites aux États-Unis également. 35 mg par litre d'azote ammoniacal, en l'espace de 5 jours, vous l'éliminez complètement. Le phosphate, entre 10 et 15 mg par litre, eh bien, il est également éliminé totalement en l'espace de 5 jours. J'ai mentionné également la capacité de certaines espèces de microalgues d'utiliser des sources de carbone organique. Eh bien, il y a des essais qui ont été faits en travaillant avec une eau usée qui contient encore de la DBO5, de l'ordre de 50 à 60 mg par litre, et avec différentes proportions d'azote et de phosphore. Et on voit que dans un cas, on est en 80 et 90% d'élimination, et dans ce cas-là,
où on a augmenté la quantité d'azote et de phosphore, eh bien, l'élimination de la DDO5, des phosphates et de l'azote ammoniacal est supérieure à 90%. Donc ceci, pour intégrer la culture de microalgues après une station, en aval d'une station de traitement des eaux classiques, voire même certains ont proposé de supprimer carrément le bassin de boue activé en utilisant un mélange de microalgues capable d'utiliser du CO2 qui est là, et puis également du carbone organique qui est fourni par les fluents. Donc là, on est en condition dite mixotrophique, mélange d'autotrophie et d'hétérotrophie. Dernière partie de mon exposé concernant maintenant que faire avec cette biomasse de microalgues. Donc là, vous avez un premier défi à relever qui est la récolte de ces microalgues. Et là, on a développé à Lausanne un procédé qui vient d'être publié, donc je peux transmettre à ceux que ça intéresserait une copie de la publication. Vous pouvez utiliser directement la microalgue telle qu'elle, sans la traiter, en aquaculture. Vous avez couplage entre bassin de microalgues et culture de poissons. Utilisez les microalgues telles quelles comme agent fertilisant, comme nourriture pour les animaux, utilisation pour l'industrie nutritionnelle. Vous pouvez utiliser la biomasse telle qu'elle pour produire du biogaz. Mais attention, ce n'est pas si simple que ça. Et là où on va maintenant de plus en plus, c'est le concept de bioraffinerie, où à partir d'une biomasse donnée, d'une microalgue donnée, vous allez extraire des produits chimiques fins, des pigments, c'est ce que l'on développe à Lausanne, des acides gras, différents métabolites, des vitamines, etc. Et à partir du reste de la biomasse, là, vous allez pouvoir produire du biogaz ou du biodiesel. Donc ça, ce schéma vous montre les différentes possibilités de traitement biochimique qui m'intéresse au plus haut point, production de biogaz, bioéthanol, biohydrogène ou biodiesel. Le schéma classique de la digestion anaérobie, microalgues avec hydrolyse, et là, c'est le facteur limitant. Comme je l'ai mentionné, la paroi cellulaire des microalgues est très résistante, donc vous devez avoir un pré-traitement qui va casser votre algue pour permettre une bonne hydrolyse si vous voulez produire du biogaz. Autre inconvénient des microalgues pour produire du biogaz, le rapport carbone-azote. Vous avez une biomasse qui comporte beaucoup d'azote, et le rapport carbone-azote n'est pas très favorable à la digestion anaérobie. Pour cela, pour faire du biogaz à partir de microalgues, vous devez rajouter un substrat carboné. J'ai des collègues du Polytechnique de Turin, de l'autre côté des Alpes, qui travaillent justement sur les co-substrats possibles pour produire du biogaz à partir de microalgues. Donc ils ont trouvé des déchets de papier, par exemple, qu'on enrichit en carbone. Donc, aussi d'autres études ont montré que si vous voulez produire uniquement du biogaz à partir de la biomasse de microalgues, eh bien c'est beaucoup moins intéressant sur le plan énergétique et sur le plan économique que si vous produisez non seulement du biogaz, mais auparavant du biodiesel, ou si vous extrayez des pigments. Alors c'est pour ça qu'à Lausanne, on a travaillé sur certains pigments qui sont des bêta-carotènes, la lutéine, la zéaxanthine,
et Cantaxanthine. Donc ça, ce sont des pigments qui sont déjà produits industriellement, mais qui coûtent extrêmement cher. Quand on a voulu acheter 1 milligramme d'astaxanthine pour nos essais, eh bien 1 milligramme, ça coûte 250 francs. Donc si on arrive à produire beaucoup d'astaxanthine à partir d'une culture de microalgues, eh bien peut-être la prochaine fois je viendrai ici en Rolls et non plus en train, mais ça c'est la musique d'avenir. Donc de plus en plus, si vous voulez, et ça va être la fin de mon exposé, si vous voulez utiliser des microalgues, eh bien il faut intégrer ce concept dans quelque chose de beaucoup plus large. Cultiver des microalgues pour elles-mêmes, à moins que vous les utilisiez comme des spirulines pour la nourriture, autrement c'est ridicule. Donc vous devez penser à pouvoir utiliser du CO2 rejeté par l'industrie, utiliser des eaux domestiques ou industrielles que vous allez traiter en traitement tertiaire ou éventuellement secondaire par des microalgues. Après, vous récoltez votre biomasse et puis vous avez des produits à haute valeur ajoutée, différents produits chimiques qui peuvent servir de base pour des bioplastiques. Et puis, avec la biomasse résiduelle, à ce moment-là, vous pouvez produire du biogaz. Donc, on va de plus en plus vers une intégration de produits non seulement à basse valeur ajoutée comme le biogaz ou éventuellement le biodiesel, mais un couplage, traitement des eaux, traitement du CO2 rejeté par l'industrie, production de produits à haute valeur ajoutée. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? La spiruline, ça ne digère pas le biogaz? Parce qu'on a compris que l'autre, elle n'était pas possible parce qu'il y a une enveloppe autour. La spiruline, elle n'en a pas. Alors, la spiruline peut éventuellement se digérer. Le problème de la spiruline, c'est que c'est une matière première très riche en protéines. Donc, si on produit de la spiruline, eh bien, la plupart des producteurs de spiruline vont la commercialiser pour la nourriture ou la nourriture animale. Donc ça fait déjà pas mal de temps, je pense, en tout cas un quart de siècle, que l'on peut acheter des pâtes alimentaires colorées avec la spiruline. Alors c'est une couleur très vert foncé, qui est un peu inhabituelle pour des pâtes, mais enfin, pourquoi pas. Donc c'est dommage de produire de la spiruline pour en faire du biogaz. D'autres questions? Je mets une très brève sur le taux de consommation de CO2 pour les différentes sortes de microalgues. Celles qui consomment le plus rapidement le CO2, c'est celles qui ont le taux de croissance le plus rapide également, ou est-ce qu'il y a Alors une corrélation? oui, il y a quand même une corrélation. Oui. Mais la corrélation n'est pas linéaire. En fait, il y a d'autres facteurs qui interviennent. L'astaxanthine que tu mentionnais, il n'y a pas une entreprise en Israël qui produit l'astaxanthine? Oui, tout à fait. Alors effectivement, la culture de microalgues à grande échelle existe, comme je mentionnais, dans les pays du sud de l'Europe, dans le sud-est asiatique également. J'ai eu l'occasion d'aller à Singapour il y a quelques années, où j'ai été extrêmement impressionné de voir l'état d'avancement dans tous ces pays, Corée, Chine, Singapour, Vietnam, où là, la culture de microalgues se fait à grande échelle. Là, malgré le fait qu'ils produisent ça comme complément alimentaire, ça reste très très cher. Oui. Encore une question? J'ai encore une question sur la production d'hydrogène. Donc, vous dites que c'est probablement jamais possible. Donc, c'est quoi l'enjeu? Alors,
quel est l'enjeu de produire du biohydrogène? Alors là, évidemment, depuis le moment où je suis à l'EPFL, donc il y a déjà pas mal de temps, il y avait des projets, en quelque sorte, de produire du biohydrogène. J'étais en contact également avec des chercheurs de différents pays, notamment dans le contexte d'une action COST, qui cherchaient à produire du biohydrogène avec des cultures de microalgues. Et puis voilà, 20 ans après, on en sait beaucoup plus sur la physiologie de ces microalgues, mais j'ai encore rien vu apparaître sur le plan industriel. Donc c'est pour ça que j'ai une petite réserve concernant l'utilisation, mais peut-être à la fin du siècle. Rendez-vous dans 100 ans, alors peut-être.